Bonjour à tous, bienvenue sur Brut, votre nouveau média en ligne sur l'actualité politique. Et ce matin, nous sommes dans le QG de Manuel Valls, dans le 13e arrondissement de Paris. C'est son inauguration, 1 heure avant l'ouverture à la presse. Nous sommes avec Manuel Valls. Bonjour, monsieur Valls. Bonjour Rémi. Comment allez-vous? Très bien, très heureux de vous accueillir ici dans ces locaux de campagne, dans ce siège de ma campagne pour les primaires, pour l'élection présidentielle. Merci pour votre accueil. Alors, on va vous faire visiter. Avec plaisir. Hein. Voilà. Ici, on commence par le bureau. On va commencer par le bureau. Je me suis installé hier, hein, ah oui, donc je découvre, pratiquement. Vous avez découvert les lieux de... Hier, absolument, c'est normal. On est un peu à l'arrache. Le bureau où je ne vais pas être très souvent. Je vais être sur le terrain, dans des réunions publiques, sur les plateaux télé, pour convaincre les Français qu'ils viennent d'abord voter à cette primaire, puis qu'ils s'engagent avec moi. Voilà. Le bureau, ça va changer un petit peu de Matignon Oui, ça change, mais moi, le changement ne me fait pas peur, et c'est bien aussi de changer de vie, de changer de responsabilité. C'est une belle responsabilité que d'être candidat à la présidence de la République, voilà, avec bien sûr des objets personnels, de quoi être connecté sur l'ensemble de la campagne, puis avec bien sûr des objets personnels, avec Anne, qui est avec moi, un beau tableau qu'on m'a prêté de Gérard Garouste, qui est un peintre incroyable. Puis bien sûr... Petite personnalisation du bureau. Oui, puis une aquarelle de mon père. Il faut toujours que dans des lieux de passage, il y ait quand même des objets personnels. Pour se sentir à l'aise. Voilà, chez soi. On va continuer. C'est l'espace cafétéria ici. La machine à café, il paraît que... Tout se dit, tout s'explique ici. Alors, pas mal de monde, beaucoup d'effervescence ce matin. Beaucoup, toutes les équipes, tous les soutiens qui sont là. Un lieu stratégique, voilà. Le bureau de Betty. Betty, mon assistante, qui était avec moi déjà à Beauvau, à Matignon, et qui va me suivre pendant toute cette vie, pendant cette période. Tableau un peu psychédélique, là, Betty. Hein, bon. Et justement, vous parlez de Matignon, il y a beaucoup de personnes de Matignon qui vous ont suivi dans cette expérience? Non, Betty me suit, elle, presque professionnellement. D'accord. Voilà. Tous les autres sont engagés, sont bénévoles, vont prendre sur leurs vacances, vont prendre des risques pour moi, et c'est toujours magnifique d'avoir des amis, des collaborateurs qui s'engagent. Puis cette campagne, des primaires, elle doit rester modeste sur le plan financier. C'est une équipe légère, mais très engagée, très déterminée. Alors on parle sur le plan financier, je vois sur la table des t-shirts. Est-ce que c'est justement pour avoir un modèle économique ou Oui, on va avoir un modèle économique, on va avoir des t-shirts, parce qu'il y a des jeunes qui vont s'engager. Bon, il faut toujours un petit signe, un petit signal, une petite référence, une marque, la marque Manuel Valls. Voilà, une belle marque. Alors là, on continue. Un nouveau bureau. Un autre bureau, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, là, c'est toute l'équipe. Bonjour. Toute l'équipe qui va s'engager. Benjamin, Hélène, qui travaille beaucoup les discours, les textes. Marie, qui est en charge toute la relation avec la presse. Puis une amie, Danielle Hoffman, ancienne députée, qui a du temps à revendre. Il y aura beaucoup de bénévoles et qui veut s'engager aussi dans la campagne. Combien de personnes travaillent sur vos discours? Au moins deux. Hein, au moins deux. J'essaie de les travailler moi aussi, surtout de bien les prononcer. Et puis il faut de la spontanéité aussi. Mais on a besoin d'écrire, beaucoup écrire. Parce qu'on va prononcer beaucoup de discours sur des sujets très, très différents. Voilà. Et justement, le cheminement d'un discours, ils l'écrivent, vous le relisez ou vous travaillez ensemble? Benjamin et Hélène savent écrire le valse. Hein. Donc oui, et puis bon, je prononce des discours, bien sûr. Et puis aussi beaucoup de prises de parole qui là ont besoin de fiches, de notes. Bon, et puis je commence à connaître quand même un certain nombre de sujets, à force de les traiter. Alors là, on avance la communication. Voilà, c'est la suite. Vous avez vu Marie. Bonjour. Donc là, c'est Harold et Marine qui étaient déjà avec moi. C'est eux qui prennent les risques. Je vois qu'ils pratiquent le culte de la personnalité. Avec moi, avec Jacques Chirac. C'est une photo drôle. C'est des portraits. Oui, c'est des portraits. Elle est très belle. Là aussi, cette photo, elle c'est en juillet, je crois. En noir et blanc. Oui, je devais être ministre de l'Intérieur, je devais descendre les Champs-Élysées pour inspecter l'avant-défilé du 14. Ces photos, c'est aussi des souvenirs pour vous, marquants durant votre Oui, mais bien sûr, les déplacements, mon passage à Beauvau, j'étais un ministre de l'Intérieur concentré mais heureux parce que c'est une charge extraordinaire que d'être le premier flic de France, hein, d'assurer la sécurité des Français. Matignon aussi. Et puis à chaque fois que je me déplace,
à l'étranger, j'essayais toujours de trouver un moment, une visite, une découverte d'une ville, un musée. Ça, si j'ai bonne mémoire, ça doit être à La Haye. Donc toujours trouver un moment. Voilà, mais là c'est le cœur aussi du dispositif. Voilà. Sur la communication donc. Et donc là on arrive sur un moment assez attendu. Voilà, il y a écrit même salle de réunion et travail. Voilà, une grande partie de l'équipe de campagne, voilà, autour de Didier Guillaume, le directeur de la campagne, avec partie de l'équipe. Hein. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous présenter chacune des personnes qui font partie de votre équipe, parce que c'est la première fois qu'on les découvre en direct. Ah oui, voilà. Alors, j'ai une équipe légère. Enfin, eux, ils sont solides, hein, mais c'est l'équipe elle-même. Il y aura un comité de soutien. J'ai voulu qu'il soit coprésidé par deux personnalités qui ne sont pas engagées politiquement, qui ont occupé des responsabilités, notamment dans le monde associatif, dans la jeunesse. Cindy Léonie, qui est l'ancienne présidente d'SOS Racisme, très engagée dans la cause des femmes, dans la laïcité, la liberté, l'antiracisme, la lutte contre les discriminations. Alexandre Leroy, qui est jeune, ils ont 27 ans, c'est ça, ancien président de la FAGE il y a encore quelques semaines, qui est le premier syndicat étudiant aujourd'hui présent, une organisation de masse par le nombre d'adhérents. La FAGE n'est en rien engagée, bien sûr, à mes côtés. C'est un syndicat qui rend aussi beaucoup de services aux étudiants. Voilà, mais ma campagne, elle est aussi tournée vers la jeunesse. Il y a des porte-paroles, ils ne sont peut-être pas tous là, on aura l'occasion de les présenter. Il y aura 8 porte-paroles. Vous savez, aujourd'hui, il faut entre les chaînes d'infos, les chaînes généralistes, les réseaux sociaux, les plateformes, la presse quotidienne régionale, voilà, il faut du monde mobilisé, au-delà, bien sûr, de la parole que je porterai ou de la parole qui pourra aussi être incarnée par Didier Guillaume. Alors, il y a Olivier Dussopt, jeune parlementaire, jeune député, maire d'Annonay, ardéchois, l'un des plus jeunes députés de l'Assemblée. Elsa Di Meo, qui est élue dans le Sud, qui a mené un combat très difficile à Fréjus contre l'extrême droite. Et ce combat contre l'extrême droite, je veux aussi bien sûr le mener parce qu'elle est aux portes du pouvoir, parce qu'elle représente un vrai danger. Philippe Doucet, député du Val d'Oise, déjà assez connu sur le plateau des chaînes d'infos, pugnace et sympathique. David Habib, un vieil ami, qui est député des Pyrénées-Atlantiques, voilà, du Béarn. Hein. Stéphanie Rigreux, qui est sénatrice de l'Indre-et-Loire, le cœur battant de la France, qui est maire aussi d'une petite ville. Alain Bertrand est un personnage, il faut le découvrir, qui est sénateur de la Lozère, et quand la gauche perd des territoires, lui les gagne. Donc c'est en soi un spécimen, et qui, c'est aussi, comme Stéphanie d'ailleurs, mais qui va porter la préoccupation des territoires ruraux, de la ruralité, où il y a parfois un sentiment d'abandon et en même temps beaucoup de richesse. Donc Alain, je suis très heureux qu'il soit à mes côtés. Marie Leverne, qui est députée, conseillère départementale, qui est la plus jeune députée du groupe socialiste, une des plus jeunes de l'Assemblée. Voilà pour cette équipe. D'autres personnalités sont là. Je pense à André Viola, qui est le président du conseil départemental de l'Aude. Bon, d'autres personnalités qu'on va vous présenter au fur et à mesure et qui vont arriver dans la matinée. Voilà, une équipe paritaire, jeune, avec de l'expérience et ancrée sur la réalité des territoires. Et M. Guillaume, qui est donc le président de votre campagne. Qui est le directeur de la campagne, qui est sénateur de la Drôme, président du groupe socialiste au Sénat, qui a une sacrée expérience, mais toujours beaucoup d'imagination. Du coup, quel est le rôle, je me tourne vers vous, M. Guillaume, sur justement votre rôle au sein de cette campagne? C'est d'assister Emmanuel Valls, le candidat, et de faire en sorte que l'organisation se passe bien, que la stratégie politique soit cohérente, que les porte-paroles soient en phase sur les plateaux, dans les médias, que les déplacements se passent bien et que nous remportions la primaire pour gagner la présidentielle. Et la coordination des porte-paroles, vous vous réunissez tous ensemble pour
avoir une parole commune ou chacun selon sa... C'est la première réunion à laquelle vous assistez et ça va être régulier. On n'est pas obligé de se réunir, vous savez, maintenant il y a des moyens de communication qui permettent... Je crois qu'ils savent. C'est pour ça que je le dis, c'est pour ça que je le dis. Voilà, absolument, oui. Très bien, donc autour de cette table, pour la première fois, on connaît donc votre équipe de campagne. Oui, c'est cette équipe, il en manque, hein, deux ou trois, il manque qui, Didier? Alors, il manque dans le pôle territoire, mobilisation dans lequel est Alain Bertrand, il y a André Viola, ça a été dit, il y a Michel Dagbert, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais. Nathalie Appéré. Nathalie Appéré, la maire de Rennes, Erika Bareitz de La Réunion, qui est secrétaire d'État. Qui est ministre des Outre-mer. Carole Delga, qui est députée et présidente de région. C'est une équipe de campagne qu'a voulu Manuel Valls jeune, la diversité des territoires, 45 ans de moyenne d'âge, alliant l'expérience, la jeunesse, la combativité, la fougue. Et c'est une belle... Il manque dans les porte-paroles, il doit manquer Lumna. Il manque Lumna Méliane que vous connaissez, qui est en bas, que j'ai vu tout à l'heure, qui a été très engagée ni plus ni soumise, dans des combats, qui est élu à la région, qui est aussi un des beaux visages, comme Cindy d'ailleurs, de ce qu'est la France d'aujourd'hui. Voilà. Et Mathieu Klein, qui est le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, qui n'est pas là ce matin parce qu'il vote son budget, mais qui est un des porte-parole aussi. Et qui porte une fibre sociale qui va être aussi très importante dans la campagne. Et puis il y aura évidemment tous ceux qui s'engageront. Et depuis plusieurs jours, vous avez des ministres, encore en fonction, qui viennent vous apporter leur soutien. Quelle sera leur implication dans cette campagne? Moi, je veux que d'abord, je veux aller convaincre les électeurs, parce que ce sont eux qui votent. Les élus qui s'engagent, les ministres qui sont à mes côtés, c'est évidemment très important. Je ne le néglige pas, parce que cela montre ma capacité à rassembler. Je suis le seul qui ait cette capacité à rassembler autant. Mais l'engagement de Jean-Yves Le Drian, de Najat Vallaud-Belkacem, de Juliette Méadel, de Myriam El Khomri, de Bruno Le Roux, d'Erika Bareitz, la ministre des Outre-mer, qui est une élue de la Réunion, oui, c'est bien sûr très, très important. Je crois que ça montre la diversité de ceux qui me soutiennent, ma capacité à rassembler dès le début, parce qu'il faudra rassembler la gauche pour rassembler les Français. Donc moi, je suis très heureux de ces soutiens et très fier. Les ministres, bien sûr, j'étais leur Premier ministre, donc il y a une forme de logique, mais c'est bien. Vous savez, quand Jean-Yves Le Drian, avec ce qu'il représente à la fois, parce qu'il est l'un des ministres les plus importants face à la menace que nous connaissons aujourd'hui avec l'engagement de nos armées un peu partout dans le monde. Et puis c'est aussi le président de la région Bretagne, et c'est une personnalité qui a su aussi rassembler à l'occasion des dernières régionales. Il y en a beaucoup d'autres. Je pense à Carole Delga, qui est dans l'équipe, qui n'est pas avec nous ce matin, qui est la présidente de la région Occitanie, qui rassemble le Languedoc-Roussillon et le Midi-Pyrénées. Voilà. Toute la France, elle est représentée ici. La France des territoires, urbains et ruraux, des générations différentes, des parcours différents. Et je suis très fier et je les remercie. Et le président du groupe socialiste de la région Île-de-France, Carlos da Silva, qui est actuellement en train de débattre du budget. Mais... Bien sûr, je ne l'oublie pas, les députés d'Evry, que je connais bien. Voilà. Voilà, merci. On continue alors. Merci. Alors, eh bien, pour Brut, votre équipe de campagne qu'on découvre donc ce matin. Voilà. Les présentations sont faites pour une partie. Alors, voilà. On va continuer la visite. Dans un lieu d'effervescence. Dans un lieu d'effervescence, ils m'ont l'air très sages quand même. Hein. Bon, là, ça va être donc. C'est pas l'open space, hein, parce qu'on parle français, hein, c'est ça. Bon, c'est quel terme du coup? Oh, vous l'avez trouvé, hein, c'est cette salle ouverte, cet espace où on va mobiliser sur Internet, sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, vers tous les Français. C'est gérer les réseaux sociaux et la communication digitale. Bien sûr, la communication digitale qui est essentielle dans une primaire et dans une campagne présidentielle. Et cette fois-ci, elle va prendre, je crois, une place déterminante. Il y a beaucoup de Français qui veulent participer aujourd'hui à ces campagnes. Ils veulent être maîtres de leur choix, de leur destin. Et bien sûr, aujourd'hui, c'est plus un outil en plus seulement. Hein. C'est au cœur de toute campagne. Donc c'est l'occasion aussi de saluer cet engagement. Combien de bénévoles sont justement engagés auprès de vous quotidiennement dans ces bureaux? Oh, il y en aura plusieurs dizaines, enfin j'espère, jour et nuit. Hein. Vas-y, ça sera jour et nuit. Il
faudra être présent. Non, en tout cas, il y aura beaucoup de bénévoles. De toute façon, c'est une campagne qui est basée sur l'engagement et le bénévolat, bien évidemment. C'est important de le dire parce que justement, beaucoup se posent la question sur la construction d'une campagne sur le plan financier, sur les personnes qui vous entourent. Bon, bien sûr, il y a des personnalités politiques, mais il y a aussi pas mal de personnes, justement, plus dans l'ombre, sur la stratégie digitale, etc., qui, eux, ne sont pas rémunérés. Bien sûr. Alors, il y aura évidemment des contrats qui seront passés, mais ce sont des budgets qui sont limités. D'abord, de toute façon, une campagne présidentielle, c'est un budget limité, plafonné. On le sait bien, mais la campagne de la primaire, elle fait l'objet d'un soutien du Parti socialiste autour de 50 000 €. Et c'est des campagnes qui doivent se situer autour de 300 000, 400 000 €. Difficile d'aller au-delà, mais il y a l'allocation de cet espace, de ce siège de campagne qui doit faire 300 mètres carrés. Il y a la valorisation aussi de ce qu'on engage ici. Il y a le matériel, voilà. Donc il y a les déplacements, il y a les meetings, voilà. Donc le bail il court jusqu'à la fin de la primaire. Ensuite, il faudra sans doute imaginer, mais un autre espace pour la campagne présidentielle. Et moi, je ne saute pas les haies avant de les avoir franchies une par une. On a besoin de franchir les étapes les unes après les autres. Et la première étape aujourd'hui, après avoir réuni hier soir beaucoup de mes soutiens, c'est l'inauguration de ce siège de campagne et la présentation, nous venons de le faire, de l'équipe. Mais voilà, l'idée c'est d'être ouvert. Je veux une campagne ouverte, enthousiaste, sympathique, avec du bonheur de travailler ensemble, même si la période est grave. Alors monsieur Valls, si vous me le permettez, on va s'installer juste ici pour poser quelques questions. Les liens étaient aussi celles des internautes, parce que sur vous, il y a aussi la place à l'interactivité. Sur Facebook Live, les personnes peuvent poser des questions. Donc on a pas mal de commentaires depuis tout à l'heure et de personnes qui nous regardent, oui, des quatre coins de la France. Mais je vais commencer par une première question plus personnelle, justement. Vous étiez encore Premier ministre il y a une dizaine de jours de cela. Comment ce changement de vie, vous le ressentez, vous le voyez? Il y a 8 jours, j'étais encore Premier ministre et nous faisions la passation de pouvoir avec Bernard Cazeneuve. Mais moi, j'aime le changement. Et vous savez, quand on a de telles responsabilités, quand on assume ses responsabilités, on est de passage. J'ai eu la chance, le privilège, l'honneur d'être pendant 2 ans ministre de l'Intérieur et pendant 2 ans et demi Premier ministre. C'est derrière moi. Moi, je suis évidemment très rassuré parce que c'est Bernard Cazeneuve qui assume la suite, la continuité avec l'expérience et la force d'un homme d'État qu'il est. Mais voilà, moi j'ai tourné la page. Je suis très heureux de ce que j'ai fait. Ça a été des moments éprouvants pour la France, mais aussi pour moi. C'était une expérience inouïe, ça me donne une force et je pense beaucoup d'autorité pour m'engager dans cette campagne. J'ai l'expérience de la conduite du pays, mais j'ai tourné la page et c'est une autre étape de ma vie passionnante, être candidat à la présidence de la République. Tout ça est derrière moi maintenant. Justement, vous avez été ministre de l'Intérieur, puis Premier ministre. Quel bilan tirez-vous de votre action au sein du gouvernement? D'abord, le bilan, l'action engagée, ce sont les Français qui doivent donner leurs sentiments. En tout cas, moi, j'ai le sentiment de m'être engagé totalement, d'avoir consacré chaque instant, chaque minute, pendant les 2 ans où j'étais ministre de l'Intérieur, à la protection des Français. J'ai vu croître la menace. J'ai vu qu'à l'été 2012, il y avait une trentaine de départs pour la Syrie et l'Irak. 2 ans après, ce sont des centaines de personnes qui allaient vers les rangs des djihadistes. Donc on voit bien comment la menace a changé. Mais nous avons assuré la sécurité des Français dans des conditions difficiles, augmenté les moyens pour la police et la gendarmerie et nos services de renseignement. Et puis, comme Premier ministre, c'est notre tâche. C'est de conduire les réformes. Nous en avons fait pour soutenir nos entreprises tout en préservant notre modèle social, pour changer nos institutions. Je pense notamment à la réforme qui a créé des grandes régions, la priorité à l'école, à la culture. Ce qu'on a beaucoup fait, notamment pour le digital, avec Axel Lemaire. Bon, donc, beaucoup de réformes. Bien sûr, des erreurs, des échecs, parfois le sentiment des Français que nous n'allions pas dans le bon sens. Justement, François Hollande, dans son discours de renonciation, a fait part de certains regrets, notamment vis-à-vis de la déchéance de nationalité. Ce débat-là, c'est un regret que vous partagez? Oui, je rappelle toujours pourquoi il a fait cette proposition juste après les attentats du 13 novembre de Paris et de Saint-Denis. Parce qu'il voulait prendre une proposition qui ne venait pas des rangs de la gauche,
mais pour rassembler. Et il l'a démontré d'ailleurs le 16 novembre dans un discours très fort devant le Congrès. Cette proposition qui visait d'ailleurs, il faut toujours le rappeler, que les terroristes. Mais elle a été mal comprise, elle a provoqué des débats au sein de la gauche, donc je comprends parfaitement et j'ai le même sentiment qu'il ait exprimé ses regrets, mais c'est un débat qui est derrière nous. Est-ce que vous avez d'autres regrets que celui-ci? Je ne vais pas faire un mea culpa permanent, mais j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Par exemple, la première présentation de la loi travail, je l'ai déjà dit à l'époque, donc c'est en rien un scoop. Je l'ai assumé d'ailleurs, avait été maladroite, en tout cas elle n'a pas été comprise. Ensuite on l'a retravaillé avec les syndicats réformistes, la CFDT, l'UNSA, la CFTC, la FAGE, le premier syndicat étudiant, je le rappelais tout à l'heure, avec la majorité des députés socialistes, oui, donc bien sûr. Mais cette loi, en même temps, j'ai toujours considéré qu'elle donnait plus de droits aux salariés et qu'elle permettait de la négociation dans l'entreprise. Mais quand on rate le début, l'explication, l'orientation, il y a toujours un sentiment, vous l'avez vécu hein, en suivant Nuit debout, ça donne un sentiment d'incompréhension, une rupture de compréhension entre ce que nous proposions et les citoyens. Et justement, sur ce type de mouvement, vous parlez de Nuit debout, une chose qui avait été très mal perçue par ce mouvement, et même par les manifestants contre la loi travail, c'est l'utilisation du 49.3. Est-ce que c'est quelque chose que vous assumez? C'est un article de la Constitution qui est brutal, que j'ai dû utiliser 2 fois pour faire passer un texte de loi, la loi Macron, et ensuite la loi travail. J'aurais préféré qu'il y ait une majorité sans être obligé de passer par la question de confiance. Parce que c'est vrai que dans une démocratie comme la nôtre, où les citoyens veulent être acteurs, qui ne veulent pas se laisser imposer des décisions, ce type d'outil constitutionnel qui a été utilisé des dizaines de fois par les gouvernements, mais aujourd'hui, dans la démocratie telle qu'elle est vécue, perçue par les citoyens, c'est un instrument qui peut apparaître brutal. Je n'ai pas à le regretter. Il y avait une minorité de députés socialistes qui votaient contre, donc je n'avais pas d'autre choix. Mais sans doute faut-il faire évoluer, j'en reparlerai, ce type d'outils et de pratiques. Parlons des partis politiques, la gauche ou la droite. Quelle est la différence entre les deux sensibilités politiques pour ceux qui nous regardent, qui n'ont pas forcément une grande connaissance politique? Comment vous le définiriez? Bon, les lignes politiques, elles ont bougé. Pourquoi? D'abord parce que le monde a totalement changé. Les forces politiques, elles se sont beaucoup construites dans le monde de l'après-guerre, de la confrontation entre l'URSS et les États-Unis. Tout ça a changé, vous vous rendez compte des bouleversements qu'on a connus depuis 30 ans, la chute du mur de Berlin, la disparition de l'Empire soviétique, le 11 septembre 2001, la menace terroriste, l'émergence de grands pays comme la Chine ou l'Inde, la digitalisation de notre économie, la globalisation. Tout cela a bouleversé les frontières politiques, et y compris la notion qu'on peut avoir de la droite et de la gauche. Et pourtant, sur un certain nombre de sujets, je crois qu'il y a des différences assez profondes. Je ne suis pas sectaire. Je pense que des hommes et des femmes de bords politiques différents peuvent travailler ensemble. On le voit souvent sur le terrain. Mais prenons l'idée qu'on se fait sur la vision de l'État, les services publics. La droite veut supprimer 500 000 fonctionnaires. Nous, au contraire, nous pensons qu'avoir plus de policiers, plus de gendarmes, plus de professeurs, plus d'agents hospitaliers, d'infirmières, plus d'agents territoriaux, tout cela aide à la cohésion, tout ça aide à la solidarité, tout ça aide à l'égalité et à l'égalité des chances. Prenez par exemple la manière dont on aborde la question des migrants. Mon gouvernement a traité la question de Calais avec humanité et fermeté. Nous avons créé des dizaines de centres d'accueil et d'orientation qui, je crois, sont à la hauteur de l'idée qu'on peut se faire de la France. Il y a peut-être une autre différence, peut-être elle est de ce moment-là, mais l'indépendance de la France. Je trouve qu'il y a un tropisme pro-russe chez François Fillon qui me laisse à penser qu'on ne préserve pas assez l'indépendance de la France, qui doit parler avec la Russie, mais qui doit dire avec la plus grande fermeté ce qu'elle fait aujourd'hui, que ce qui se passe à Alep est intolérable. C'est indigne. C'est une blessure pour l'humanité. Vous, président de la République, Manuel Valls,
La situation en Syrie est dramatique, on a des images effroyables de ce qui se passe en Syrie, plus particulièrement à Alep. Quelle serait votre position sur ce dossier syrien? Mais vous savez, quand je serai président de la République, si je suis élu par les Français au mois de mai prochain, malheureusement 6 mois se seront déjà écoulés. Et il y a un sentiment d'impuissance. La France a fait le travail avec beaucoup de courage au cours de ces dernières années. Je rappelle qu'en 2013, le président de la République, François Hollande, était prêt à frapper le régime syrien. Ce sont les États-Unis, Barack Obama, qui ont décidé de ne pas le suivre dans ce qui était nécessaire, alors qu'il y avait déjà des massacres, qu'on avait utilisé là aussi des produits chimiques contre les populations. Donc la France continuera, elle continue à demander, à exiger aux Russes et aux Iraniens d'arrêter ce soutien au régime de Bachar et de commettre ces massacres. Et l'urgence aujourd'hui, c'est de sauver les populations civiles. C'est d'avoir des couloirs humanitaires, c'est d'aider les ONG. On a bombardé des hôpitaux, on a bombardé des camps de réfugiés, on a bombardé la population civile. L'urgence, avant d'attendre le mois de juin, c'est évidemment de sauver les populations civiles. Et l'autre urgence, c'est de trouver une solution politique, parce qu'il n'y aura pas d'autre solution que de solution politique, en mettant tout le monde, comme nous essayons de le faire, autour de la table. La Syrie, l'Irak, ça fait penser à la menace djihadiste, la menace terroriste. Vous avez été au premier plan lors des différents attentats qui ont touché la France ces dernières années. En tant que président de la République, si vous étiez élu en mai prochain, quelles mesures prendre pour continuer à lutter contre ce phénomène de radicalisation, pour éviter les retours? On sait qu'il y a beaucoup de Français qui sont sur ces territoires, pour éviter leur retour en France, améliorer peut-être le renseignement sur le plan international. Il y a beaucoup d'idées qui ont été évoquées. Comment réussir à structurer cela? Il faut poursuivre ce que nous avons engagé depuis déjà quelques années. D'abord, il faut régler le problème là-bas. Parce que tant qu'il y a la guerre en Syrie et en Irak, tant qu'il y a la confrontation d'ailleurs, parce que c'est en toile de fond entre sunnites et chiites, entre l'Arabie saoudite et les Iraniens, tant qu'on ne trouve pas une solution de paix, il y aura à la fois des centaines de milliers de réfugiés qui viendront vers l'Europe, qui fuient la guerre, la torture, des conditions de vie épouvantables, et puis il y aura cette capacité d'attraction de l'État islamique, capacité d'attraction qui concerne les personnes plutôt jeunes, des femmes aussi, mais pas seulement, qui partent de France, qui partent de plusieurs pays en Europe et dans le monde. Donc il faut poursuivre ce travail diplomatique. Il faut combattre le terrorisme, et nous frappons, vous le savez, l'État islamique en Syrie et en Irak régulièrement. Et il faut tout ce travail judiciaire, de renseignement, pour intercepter ceux qui reviennent. Et puis il y a un travail très en profondeur, qui est l'affaire d'une génération, qui est de lutter contre ces phénomènes de radicalisation qui concernent une grande partie de notre jeunesse. Ce sont des milliers de personnes. Donc il faut parler de valeurs, il faut parler de laïcité, il faut donner du sens aussi à la vie, mais il faut une mobilisation très forte de la société. Et puis vous avez raison de traiter de ces questions, parce que celui qui sera président de la République demain, avec l'expérience, l'autorité, le sang-froid, la force nécessaire, dans un monde qui est totalement instable. C'est le monde qui connaît cette guerre au Levant, c'est le monde de Erdogan, une Turquie dont on ne sait pas très bien où est-ce qu'elle va, c'est le monde de Poutine, de Vladimir Poutine, une Russie qui est présente aujourd'hui et qui agit avec une influence, mais nous ne pouvons pas accepter la manière dont elle procède. C'est le monde de la Chine, de Xi Jinping, avec une force économique, politique dans le monde et notamment en Asie. C'est l'Europe qui ne va pas bien et qu'il faut refonder. Donc le prochain président de la République devra être très fort par rapport à ce monde-là et faire vivre, porter une parole de la France indépendante. Il s'agit d'élire, c'est vrai pour la primaire, d'abord, le président de la République de la 5e puissance économique mondiale, d'un pays qui est membre permanent du Conseil de sécurité, d'un pays qui a l'arme nucléaire et d'un pays dont la voix porte dans le monde. Question d'actualité, l'état d'urgence a été prolongé jusqu'au 15 juillet prochain. Ça fera quasiment 2 ans que ce système est en place. Est-ce que c'est vraiment une réponse face à la menace terroriste? Est-ce qu'on peut vraiment vivre toujours sous l'état d'urgence? C'est une des réponses, ça n'est pas la seule, mais c'est une réponse nécessaire. L'état d'urgence n'a en rien mis en cause l'état de droit, n'est en rien arbitraire. Toutes les actions sont placées sous la loi, le juge administratif ou le juge judiciaire.
nos libertés fondamentales sont préservées, il y a des manifestations, il y a des élections, et au contraire, l'état d'urgence, c'est pour permettre évidemment plus d'efficacité pour nos forces de l'ordre et nos services de renseignement, à travers les perquisitions administratives, les assignations à résidence. C'est pour gagner encore une fois en capacité de réduire la menace terroriste et pour aussi d'une certaine manière rappeler aux Français que nous vivons avec cette menace. Donc il faut poursuivre cette action, mais toujours dans le cadre de l'état de droit et de notre démocratie. Mais bien sûr, on peut se poser la question de la durée. Moi, je crois que tant qu'il y a cette menace terroriste, les Français ne comprendraient pas qu'on baisse la garde. Sur Le Parisien, dimanche, vous avez évoqué une candidature de révolte. Pourquoi ce terme? C'est une question d'Alexis sur Facebook. La révolte, au fond, ma candidature, elle est, dans le monde d'aujourd'hui, il faut un président qui ait l'expérience, l'autorité, la stabilité, et qui sache dire aux Français où la France doit aller. Et puis elle est placée sous le combat contre l'extrême droite, contre le projet de François Fillon également. Mais cette révolte, elle est simple à décrire. Je ne supporte pas l'idée que la gauche puisse être éliminée de cette compétition présidentielle. Qu'elle ne puisse pas figurer, ce qui est le cas aujourd'hui dans toutes les enquêtes d'opinion, au deuxième tour. Des millions de Français seraient obligés de choisir entre l'extrême droite et la droite, que je ne confonds pas bien évidemment, mais entre l'extrême droite de Marine Le Pen, dont le projet ruinerait la France, les ouvriers, les employés, les retraités, et la droite qui, pour la première fois dans l'histoire de ce pays depuis très longtemps, porte un projet qui met en cause notre modèle social, c'est-à-dire la sécurité sociale qu'elle veut privatiser, la santé avec les déremboursements des médicaments, la mise en cause de l'hôpital public. Jamais la droite française n'a porté un projet aussi dur pour les classes moyennes et les couches populaires, et aussi avantageux pour les plus riches et les plus fortunés de notre pays. Et la gauche serait absente de ce débat. Donc ma révolte, elle doit se traduire par une mobilisation. Je souhaite vraiment que chacun se rende compte que pour le pays, la gauche doit représenter toujours une espérance et doit être présente au deuxième tour de l'élection présidentielle pour l'emporter. C'est ça, je ne supporte pas, je suis révolté à l'idée que la gauche puisse être disqualifiée, et moi je veux faire mentir, rien n'est écrit, hein, c'est sur les murs ici, et les Français doivent pouvoir maîtriser leur destin. Et maîtriser leur destin, c'est de pouvoir donner à la gauche la possibilité, certes en regardant ce qui s'est passé au cours de ces 5 dernières années, mais en présentant un projet pour le pays. On continue donc avec les questions des internautes qui sont très nombreuses sur Facebook Live. Après celle d'Alexis, c'est celle de Marc qui nous pose cette question. Quand sera présenté un programme précis et chiffré de votre part? Bon, je crois qu'il ne faut pas confondre la primaire et la présidentielle, même si évidemment je souhaite qu'il y ait une continuité entre ce que je dirais à la primaire, ce que je dirais au moment de la présidentielle si je suis désigné, et ce que je ferai comme président de la République si je suis élu. Il doit y avoir une continuité. On ne doit pas tenir un projet pour la primaire et ensuite un projet différent pour les Français. Ce que semble faire François Fillon, qui est empêtré dans les débats sur la sécurité sociale. Il a même retiré déjà de son site le texte qu'il avait présenté pour la primaire. Ça, c'est pas honnête. Ça, c'est tromper les Français. Donc je présenterai début janvier un certain nombre de grandes orientations. J'en ai déjà proposé. Hein. Je me suis exprimé sur la globalisation, sur la manière d'être moins naïf face à la concurrence. Je me suis beaucoup exprimé sur le revenu décent, sur le revenu de base que je souhaite pour les Français, lié bien sûr au travail. J'ai parlé d'une nation éducative, l'éducation tout au long de la vie. Je ferai d'autres propositions, mais ces grandes orientations, avec aussi des propositions concrètes, parfois du chiffrage, je les ferai tout début janvier. Une autre question de Martial qui nous demande quelle place pour le revenu universel? Nous venons de l'évoquer, revenu universel, revenu de base, revenu décent. Moi je souhaite une fusion des 10 minima sociaux autour d'un seul revenu qui pourrait représenter un peu plus de 800 euros, qui serait sous condition de ressources, ce ne serait pas pour tout le monde. Hein. Madame Bettencourt, je ne veux pas la stigmatiser, ou celui qui est au chômage et en décrochage scolaire et qui a perdu son emploi ou qui a un problème de qualification et de formation, ce dernier doit bénéficier évidemment de ce soutien. Ça concernerait tous les citoyens qui ont plus de 18 ans. Aujourd'hui, vous le savez, le RSA
ne concerne pas les 18-25 ans. Il y aurait ce lien avec l'emploi, le travail, parce que le travail c'est une valeur, et puis avec le compte personnel d'activité, qui était dans la loi travail, et qui doit permettre d'avoir un compte de formation pour chacun tout au long de la vie. Dans mon projet de nation éducative, ce compte personnel d'activité a une place tout à fait essentielle. Donc oui, un revenu décent, chiffré autour de 30 à 40 milliards, soutenu par exemple par François Chérèque, l'ancien secrétaire général de la CFDT, soutenu par beaucoup de monde à gauche qui considère qu'il faut changer aujourd'hui la transformation du travail que nous connaissons à travers le numérique, ce rapport au travail, et ce revenu de base, ce revenu décent, parce qu'il en va de la dignité des citoyens, sera au cœur de mes propositions. Alors il nous reste quelques minutes et encore pas mal de questions. J'essaie d'aller plus vite dans mes réponses. On a notamment une question par rapport à pourquoi on n'a plus envie de croire les hommes politiques. Finalement, il y a une défiance vis-à-vis des politiciens, on a tendance à avoir beaucoup de programmes, de propositions, puis se dire finalement ça ne se concrétise pas. Il y a une déception parfois qu'on peut ressentir chez les Français. Comment vous l'expliquez et comment vous feriez pour les rassurer? Mais moi je pense que les Français adorent la politique. Ils veulent participer au débat. Ils veulent être acteurs de leur destin. Ils ne veulent pas, je le disais, qu'on leur impose les décisions d'en haut. Mais ils ont un doute profond sur les politiques. Il y a même une partie de nos compatriotes, c'est un phénomène qu'on connaît en France mais ailleurs aussi, qui doutent même de la démocratie, qui pensent qu'il peut y avoir d'autres régimes plus autoritaires. Et donc il faut évidemment nous éloigner de cette perspective. Donc pour répondre à leurs demandes, il faut que les citoyens soient davantage acteurs des décisions. Moi, dans les propositions que je ferai de réforme de nos institutions, je proposerai qu'on consulte davantage les Français. Mais les plateformes, de ce point de vue-là, peuvent être un formidable avantage pour les citoyens et leur mot à dire dans le processus de décision. Parce qu'en même temps, ils demandent que les responsables politiques décident. Deuxièmement, il faut leur tenir un langage de vérité. J'avais déjà eu l'occasion de dire que la parole politique était devenue une langue morte. Pourquoi? Parce qu'on dit des choses pendant la campagne, où on fait croire des choses, et ensuite, on n'explique pas pourquoi on a dû changer d'avis, ou on fait le contraire. Donc moi, je voudrais, pendant cette campagne, tenir un langage de vérité et dire ce qui est possible de faire. Ce qui n'est pas possible de faire, il vaut mieux ne pas s'engager. Et puis il faut être proche des gens. Il faut que la politique reflète la diversité de notre société. C'est ce que j'essaie de faire modestement, mais avec beaucoup d'engagement à travers mon équipe de campagne. Beaucoup de jeunes qui nous posent des questions, notamment sur les réseaux sociaux, ils sont très nombreux. Sur la place des jeunes dans la société, notamment vis-à-vis de l'emploi, c'est difficile quand on sort du cursus scolaire de trouver un premier emploi. Qu'est-ce que vous pouvez leur proposer? Bon, j'aurai l'occasion évidemment là aussi de faire des propositions, de m'exprimer. Je pense qu'il faut d'abord aider ceux qui ont décroché, ceux qui sont sortis du système scolaire. Nous avons engagé des choses, hein. Je pense au plan 500 000 formations qu'on porte avec les régions. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Qui sont ceux qui sont au chômage? Ce sont ceux qui ont le moins de qualifications et moins de formation. Ce sont souvent des jeunes, souvent des femmes et souvent les citoyens qui vivent dans les quartiers populaires. C'est vrai dans les villes comme dans les territoires ruraux. Donc la question de la formation, de la qualification, elle est aujourd'hui essentielle. Mais c'est vrai tout au long de la vie. Avec la digitalisation de l'économie, on voit bien qu'il y a des métiers nouveaux, d'autres qui disparaissent, des emplois qui sont détruits. Donc il faut se préparer à ce changement majeur, à cette révolution, à cette transformation que représente le digital dans notre économie. Et puis il faut lutter contre les discriminations aussi. Quand vous avez des jeunes diplômés qui ne trouvent pas de boulot à cause de leur nom, de la couleur de leur peau, ou tout simplement de l'adresse du quartier où ils vivent, là, c'est insupportable. Et la lutte contre les discriminations, c'est aussi un moyen de favoriser l'emploi. Très rapidement, du coup, on a encore une nouvelle question d'internaute. Que feriez-vous si vous échouez à la primaire? On sait que des fois, certains candidats donnent des perspectives. Oh, moi, je mène les combats pour les gagner. En même temps, il faut toujours aller avec la volonté de convaincre. Rien n'est joué, rien n'est gagné. Je ne suis pas favori. Moi, je suis challenger dans cette élection présidentielle. Et je veux convaincre et je mènerai une campagne active. Je veux d'abord que les gens aillent voter, vraiment. Saisissez-vous d'ailleurs, je le dis à travers vous, tous de cette primaire de la gauche, les 22 et 29 janvier prochains, venez participer. Et puis après, c'est à eux de choisir. Et moi, je serai évidemment toujours très respectueux du vote des citoyens. Mais avant de parler du résultat, je veux les convaincre. Allez voter, et voter pour celui qui peut faire gagner la gauche,
qui peut faire gagner la gauche, c'est la gauche qui gouverne, qui assume les responsabilités, qui est utile aux Français, mais qui sait aussi présenter un projet de l'espoir aux Français. Toute dernière question, vous parlez de challenger. C'est un terme, est-ce que c'est en lien notamment avec le fait que les différents favoris, on parle aux États-Unis d'Hillary Clinton qui était en tête des sondages, qui finalement, c'est Donald Trump qui est devenu président des États-Unis, Alain Juppé qui était souvent en tête des sondages, est-ce qu'aujourd'hui l'étiquette de favori c'est plutôt un boulet qu'une... Non, je ne le crois pas, je ne sais pas si je suis favori. Certains sondages le disent. Bon, mais d'abord il faut se méfier en effet des sondages, et en tout cas il faut prendre le grand danger du favori, comme vous dites, et des exemples que vous avez pris, c'est que du coup, ils s'endorment. Ils pensent qu'ils ont gagné. Non. Un sondage, c'est un moment, c'est une analyse de la situation. Et donc, moi, je ferai une campagne dynamique. Dans les débats que nous aurons les 12, 19 et 12, 15 et 19 janvier, je retrouve les dates, je ferai des propositions. Je répondrai bien sûr aux arguments des concurrents. Oui, mais je veux un débat de qualité. Vous n'entendrez de ma part aucune attaque personnelle contre les candidats, mais j'irai défendre mon projet, mes propositions, et d'une certaine manière, je réclame pour moi, je m'impose un droit d'inventivité, un droit de proposer. L'élection présidentielle, c'est l'occasion de faire un bilan, de faire le bilan de ce qui a été engagé, de comparer les projets, la gauche, la droite, l'extrême droite, mais aussi de présenter un projet pour le pays. Donc moi j'ai une envie de convaincre, j'aime tellement la France, elle m'a tellement donné, elle m'a tellement apporté, que j'ai envie de lui donner toute ma force, mon énergie, mon expérience, mon envie. Donc cette campagne sera une belle campagne, et je veux la gagner. Je veux la gagner pour moi, peut-être, bien sûr, mais d'abord je veux la gagner pour la gauche et pour la France, parce que je pense que jamais on a eu autant besoin d'une gauche belle. Elle ne peut être belle que si elle parle à tous les Français. La gauche est belle et grande quand elle rencontre le destin du pays, quand elle parle aux Français, à tous les Français, à tous les âges, à toutes les conditions, et pas quand elle se parle qu'elle seule. Dernière question pour conclure cette interview interactive. Je vois ce terme « rassembler » que vous avez dans votre slogan de campagne. On le voit aussi dans d'autres campagnes, notamment des candidats de gauche. C'est un terme important. Est-ce que vous n'avez pas peur justement que la multiplication des candidatures à gauche ne disloque la voix, enfin la sensibilité des personnes qui pourraient voter pour la gauche? Non, si la primaire se passe bien, s'il y a beaucoup de monde qui vient voter, si les débats sont de qualité, si le résultat est clair... Moi, je pense à ceux qui ne sont pas dans la... Oui, mais celui qui sortira ou celle qui sortira de la primaire aura une force, un dynamisme incroyable qui imposera à d'autres, je crois, la nécessité de l'unité. Mais ce n'est pas le rassemblement pour le rassemblement, l'unité pour l'unité. Pourquoi nous avons besoin de ce rassemblement et de cette unité? C'est pour être au deuxième tour. Sinon, nous serons éliminés. Sinon, des millions de Français, je vous le disais il y a un instant, nous en voudront pour longtemps, parce que nous les aurions laissés face au choix entre la droite et l'extrême droite. Dans le monde d'aujourd'hui, on a besoin de rassembler. Puis moi, je veux rassembler les Français. Vous ne regrettez pas justement que d'autres candidats n'aient pas joint cette primaire de la gauche? D'abord, ils ont encore jusqu'à demain soir, donc ils le peuvent encore. Donc je les appelle à venir. Et puis, il ne faut pas avoir peur de cet exercice démocratique. Écoutez, moi je suis ancien ministre, ancien Premier ministre, j'aurais pu dire je me passe de la primaire. Mais pas du tout. La primaire, c'est un moment incroyable de débat, de discussion, et qui doit favoriser à la fin l'unité et le rassemblement. Puis moi, je veux rassembler les Français. Il y a tellement de divisions, tellement de fractures, que je veux aller chercher ce qu'il y a de meilleur dans la société française, de solidarité, d'engagement, de bienveillance, de fraternité. Le mot fraternité, il est au cœur du rassemblement que je veux porter. C'est sur ces mots, Monsieur Valls, que se termine cette interview. On vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. D'avoir accueilli les équipes de Brut, que je remercie pour les moyens techniques qu'ils ont mis à disposition ce matin pour réaliser ce direct, cette visite de ce QG. On a pu découvrir aussi votre équipe de campagne en exclusivité. Donc on remercie vraiment sincèrement toutes vos équipes pour votre accueil. C'est moi qui vous remercie. On restera en lien pour continuer à... On continuera de vous suivre comme les autres. Oui, et puis à répondre aux questions exigeantes des uns et des autres. Merci beaucoup.